Hello à tous, bienvenue dans cette émission mensuelle où on est donc parti pour voir 10 comics qui sortent en langue française en ce mois de novembre. Mais je rappelle toujours que ce n'est pas un top, c'est juste 10 bonnes sorties que j'ai envie de mettre en avant. Et il n'y en a que 10 parce que je vous en pose moi des questions, car pendant que les sorties augmentent en rythme pour continuer à préparer Noël et ses ventes, avant de se stopper parce que tout le monde a tout donné, et on va se serrer la ceinture métaphoriquement niveau édition, en attendant que le printemps commence à faire bourgeonner à nouveau le petit monde de l'édition. Oui je peux être poète aussi si je le veux. certes. Et nous, on continue à vivre dans des pages en 2D remplies de bulles. Vous savez, quand je fais mes choix pour le mois, je fais toujours plusieurs sélections et tout, et ça fait plusieurs mois en fait que dans les derniers titres que j'enlève, il y a un titre Power Rangers dans le lot. Donc ce coup-ci, il n'y a pas moyen, je vous parle des Power Rangers. Oula, attends, je suis un petit peu perdu là. C'est pas les Tortues Ninja, le bon titre comics venu de ce que je regardais à la télé en étant gamin? Alors oui, les tortues, c'est excellent aussi, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais figurez-vous que les Power Rangers, eux aussi, en fait, se trouvent être une bonne série d'aventures à suivre très bien dosée. Et je vous dis ça alors que les Power Rangers, moi, à la base, j'y connais pratiquement que dalle. Donc non, c'est pas une nostalgie mal placée qui me fait dire ça, pour le coup. Il y a déjà eu un essai d'édition de ces séries, c'est Glénat, qui a été arrêté malheureusement assez vite, mais où j'avais déjà pu repérer le potentiel de ces séries. Par exemple, j'avais adoré le court récit sur le Power Ranger Rose, voilà. Heureusement, par contre, depuis, la maison d'édition Vestron a repris le flambeau pour éditer la série, mais bon, on n'avait pas pu s'occuper du début de la dite série, puisque c'est quand même une petite maison d'édition, et elle voulait proposer de la nouveauté pour le lectorat qui était déjà là, et avait donc sauté en fait au point d'entrée suivant, un peu comme ça a eu lieu aussi d'ailleurs pour les Tortues Ninja, quand c'est iComics qui a repris la licence. Et tout comme les Tortues, décidément, à un moment, iComics avait pu avoir une base suffisante de nouveaux lecteurs pour pouvoir proposer en fait justement cette première série, ce début de série. Et donc, Vestron fait la même chose. Vestron nous ramène en arrière au tout début donc de la très bonne période des Power Rangers qui a été initiée par l'éditeur américain Boom Studio. Et Vestron propose donc dans ce tome 1 intégral, en fait, l'équivalent des 2 premiers tomes de l'édition Glénat. Au programme, en gros, l'équipe qui essaye de s'organiser avec l'arrivée de nouveaux membres comme le Power Rangers vert, une équipe qui commence à se diviser, l'arrivée du Dragon Noir, on a des enjeux relativement élevés quand même. Bref, le scénario de Kyle Higgins est vraiment bon et prenant, et la partie graphique n'est pas en reste, puisqu'elle est excellente en fait, tout simplement, notamment sur un titre à licence comme celui-là, avec André Prazietta et Tony Silas au dessin. Bref, ce tome 1 est une excellente occasion pour commencer la série, et je devais enfin parler de cette série. Du coup, c'est noté, mais faut pas dire Kawabunga, mais je sais pas ce qu'on doit dire pour les Power Rangers. C'est relativement simple, ça doit être It's Morphing Time. Le truc avec Morbius, là? Mais non, Bon, on passe à la suite. Et oui, nous retrouvons ce qui est techniquement un manga dans mes 10 comics. Mais oh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, chiens et chats couchant ensemble, hystérie collective! Mais non, en fait. Si le titre est bien réalisé par un japonais, Tsutomu Nihei, ce titre a été réalisé pour le marché américain et a été publié en premier lieu en Amérique, dans le label manga de très courte durée du début des années 2000 nommé Tsunami. Bon, et puis franchement, si ça a un lien avec le monde des comics et que c'est de très bonne qualité, franchement, que ce soit manga, BD, j'hésiterai pas en fait à le mettre dans les 10 comics. Bonjour, je suis le romancier, et je me permets de vous demander, quid des romans alors? C'est une idée, mais j'avoue que le temps et la connaissance vraiment donc de ces adaptations au roman me manquent dans ce domaine, je l'avoue. Donc plutôt que de dire des conneries,
je vais attendre de savoir un peu sur quel pied danser. Mais bon, on est quand même là pour parler de Wolverine Snicked. Exactement comme le bruit que font les lames de Wolverine quand elles sortent. Autant vous dire qu'on va pas faire ici dans la finesse et la philosophie. Surtout que, bon, c'est un peu fait par l'auteur de Blame, qui reprend ici beaucoup de choses d'un de ses mangas cultes. Pour la faire courte, c'est ici une jeune fille qui s'appelle Fusa qui aborde Wolverine en lui disant qu'elle a besoin d'aide et que son peuple est massacré, et paf, elle envoie le Griffu dans le futur en 2058, pour qu'il combatte en fait les créatures qui ont massacré l'humanité, que l'on appelle les Mandates. J'aime bien dire Mandates, ça se trouve on dit Mandate, mais du coup c'est un peu nul. Car oui, la faiblesse des Mandates, c'est l'adamantium. Et comme Wolverine en fait, il en est tout couvert, c'est comme ça qu'il va tout casser. Hein. Avec même un cyborg d'adamantium d'ailleurs qui va l'aider, qui se fait appeler Colonel. Colonel. Oh là, oh là, oh là, et oh là. On se moque pas de Stallone comme ça? Je demande pardon? Pardon, mais j'aime bien taquiner Rambo, justement parce que j'aime bien. C'est l'amour vache. Bon ok, mais que je t'y reprenne plus. Hein. Bref, c'est une très belle œuvre qui reprend très bien le personnage, sa propension à venir en aide à n'importe quelle gamine qui aurait, je sais pas, un petit rhume. Et bref, c'est vraiment cool que ce soit réédité par chez nous, parce que ce titre, franchement, on le voit réédité beaucoup moins souvent que d'autres qui sont sur-réédités. Donc du coup, quand on le voit passer, on en parle, et puis voilà. Alors, pour le titre suivant, en règle générale, je ne conseille pas les anthologies. D'ailleurs, vu le nombre d'anthologies qui sortent ce mois-ci, je vous avoue que ça m'a pas mal compliqué la tâche. Mais, pour certains auteurs, c'est compliqué. Car Alan Moore, à part son run sur Swamp Thing ou des œuvres comme Watchmen, chez DC, le bonhomme a un peu fait que des histoires uniques ici et là. Donc, bien obligé, devant la qualité, finalement, de ces œuvres uniques ici et là, d'en parler. Donc oui, le papa de V pour Vendetta a fait pas mal de choses chez DC avant de se brouiller avec la firme Eau de Lettres. Et oui, beaucoup de ces histoires sont déjà disponibles ailleurs en français, hein, on va pas se le cacher. Mais comme je le disais, on a quand même ici beaucoup de choses excellentes en fait. Des classiques même, je pense sincèrement. Hein. Et le premier qui me vient en tête, bien sûr, c'est For the Man Who Has Everything, ou pour celui qui a déjà tout, qui raconte en fait un anniversaire de Superman qui, on peut le dire, tourne mal, puisque Mongul en fait débarque pour prendre sa vengeance, et du coup il y avait Batman, Wonder Woman et Robin qui venaient fêter un petit peu la nive, qui vont prendre un peu cher eux aussi. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr, hein. On retrouve aussi 2 numéros de la série Vigilante des 80s, hein, qui reste une excellente série, des passages des Omega Men, hein, dans le système Vega si cher à mon cœur, les Night Olympics de Green Arrow, la prophétie de la Nuit Noire des Green Lantern, même le classique Whatever Happened to the Man of Tomorrow, la dernière fameuse histoire du Superman classique, hein, dernière histoire entre guillemets. Mine de rien, on a aussi la proposition d'un event que le grand barbu aurait dû réaliser, Twilight of the Super-Heroes, une œuvre qui ne s'est jamais faite, et dont j'avais parlé dans mon top des comics abandonnés. Seule ombre au tableau, il s'agit donc de l'édition française d'un recueil de nombreuses éditions au pays de l'oncle Sam, et comme dans les dernières éditions VO, en fait, on a enlevé ce qu'on peut vendre un petit peu à côté. Donc oui, par rapport à ces éditions VO, il manque Killing Joke. Et il manque même aussi en fait pas mal des récits Wildstorm et compagnie en fait indés qu'il avait pu faire dans les années 90 qui sont présents dans certaines éditions VO aussi. Donc c'est dommage parce que du coup on n'a plus ça. Enfin faisons contre mauvaise fortune bon cœur, parce que la VO avait aussi enlevé Whatever Happened to the Man of Tomorrow et ils l'ont gardé là. Il faut dire qu'ils ont du mal à vendre Superman tout seul, malheureusement. Donc bon, réjouissons-nous quand même de voir ceci et avoir beaucoup de bonnes histoires. Notamment For the Man Who Has Everything, qui reste franchement une de mes histoires de cœur depuis très longtemps. Il est difficile, j'ai l'impression, de ne pas conseiller au moins un omnibus Marvel chaque mois. Faut dire aussi que l'éditeur Panini a clairement mis l'accélérateur sur cette collection. Ce mois-ci, parlons d'House of M, un event situé dans un univers alternatif créé par les pouvoirs de la sorcière rouge dans une de ces périodes de surpuissance sans supervision. Une histoire où c'est plutôt les mutants qui dominent et où carrément Magneto est le roi, le king.
Mais voilà, petit couac, eh bien en fait Wolverine il se souvient de l'ancienne réalité et du coup il va aller foutre le bazar dans tout ça. Bref, on va voir comment cet univers fonctionne, que ce soit par la série principale ou par tous les tie-ins que l'on retrouve dans cet omnibus, des tie-ins d'une qualité un peu inégale, hein. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Là au moins vous avez tout, à vous de vous faire votre avis. Mais ce qui est intéressant avec House of M, c'est que comme on est en dehors de la continuité, c'est un peu comme une autre histoire que j'aime bien, Edge of Apocalypse, où on a juste besoin de connaître en fait les personnages et en quoi ça peut être drôle ou étrange de voir certains personnages en fait avoir les rôles qu'ils ont dans cette nouvelle version de l'univers. Et au bout du compte, finalement ça permet à cet event de bien survivre au temps, parce que les conséquences sont assez isolées, et que cette histoire dans l'univers alternatif a un début et une fin présentée ici. Peut-être un peu cher, hein, comme tout omnibus, mais basé sur la qualité de l'œuvre, difficile de ne pas en parler. Ah, et puis aussi, No More Interference. Ça fait rêver. Le jeu du chat et des rachats m'embête un petit peu, hein, vraiment, ce mois-ci, notamment avec certains comics dont on va parler, dont celui-ci en premier lieu. Parce que, oui, en effet, techniquement, c'est un comics publié par DC, mais un peu rien à voir au final. Ainsi, techniquement, Arrowsmith, c'est bel et bien publié par DC, mais via son imprint Wildstorm, qui, en fait, était à la base vraiment une entité très très séparée, qui n'avait rien à voir avec DC au final. Et surtout, Arrowsmith, en fait, c'est bel et bien de l'indépendant dans l'esprit, et même la suite, du coup, elle se fera chez Image. Mais, techniquement, première édition d'essai. Mais bref, faisons fi des considérations techniques, parce que mon temps est compté, et que je dois vous dire à quel point Arrowsmith c'est trop bien. On est ici sur une œuvre de deux très bons auteurs, Kurt Busiek au scénario, et le regretté Carlos Pacheco au dessin. Bienvenue dans une version de la Première Guerre mondiale, mais dans un monde de fantasy, où la magie, les dragons et tout le tout-team existent. Dans ces premiers numéros, notre personnage principal, Fletcher Arrowsmith, d'où le nom, s'engage du côté des Alliés. Ce jeune garçon, originaire des États-Unis de Columbia, va donc aller combattre les Prussiens dans ce pays hexagonal qu'est Gallia. Donc bref, oui, vous l'aurez compris, c'est plutôt du tout bon avec du dessin extraordinaire. On a la famille qui s'oppose à ce que le gamin aille à la guerre, le troll exilé européen qui lui explique des choses, la campagne rurale qui s'oppose à la magie des villes. Bref, les jeunes gens partent à la guerre, ne sont-ils pas si intelligents et si beaux dans leurs uniformes dorés? Ou bien alors la guerre va se présenter à Fletcher, peut-être dans des atours qu'on ne lui présente pas. Dans notre service après conseil de ce mois-ci, commençons de suite par un petit erratum, et j'en suis vraiment désolé, mais oui, Blanche-Neige, Rouge-Champ, Chronique Vampire, c'est chez Black River, contrairement à ce que j'ai écrit. Un peu fatigué, bref, une erreur d'inattention, je m'en excuse. Je suis vraiment désolé. Et d'ailleurs, en parlant de Black River, notons la suite du tome 2 de Ragnarok qui sort, hein, c'est super bien. Ragnarok commence à être enfin complet en français grâce à Black River Comics, et on a aussi un nouveau Batman Chronicles, hein, le premier de l'année 89 avec l'adaptation comics du film de Burton, hein, qui n'apporte pas vraiment grand chose, mais il y a quand même de bons épisodes de Batman avec Jim Aparo, Christopher Priest, John Byrne, Marv Wolfman, avec des arcs comme Les Nombreuses Morts de Batman ou encore Batman 1 et 3. Bref, du bon follow-up et c'est bien. Wow. Alors là oui, je sais, hein, j'imagine déjà de nombreux sourcils se lever quand je parle de Winnie l'ourson, et pas forcément de manière super jolie à la Roger Moore. Hein. Non, hein. Mais bon, sachez-le, dans la bande dessinée américaine, en plus des comic books, dont nous parlons en effet plus régulièrement ici, il y a aussi le comic strip à prendre en compte, comme par exemple Peanuts, Snoopy, Calvin et Hobbes, Garfield et plein d'autres. Les comic strips, c'est ces petites bandes qui sortent dans les journaux en premier lieu, un haut lieu de création BDaste s'il en est, puisque c'est ici que le genre, en fait, après sa toute première naissance, a pu vivre en fait son enfance, et il vit encore très bien, hein, merci, c'est confortable. Eh bien, figurez-vous que pendant 10 ans, de 1978 à 1988, c'est dans un comic strip qu'a vécu le personnage de Winnie l'ourson,
Ce petit ourson anglais racheté par Walt Disney parce que sa fille adorait lire les histoires de ce petit ourson. C'est bien l'argent, hein. Bien sûr, à l'époque, on ne mettait pas en avant les auteurs du strip, hein. C'est Disney dont on parle, hein. Il a fallu se battre pour qu'on connaisse Karl Barks, alors... Voilà, donc on signait by Disney, mais finalement on les connaît en fait ces auteurs avec le temps, on a fait des recherches. Il s'agit de Richard Moore au dessin et de Don Ferguson au scénario, avec un peu d'aide au départ de Willy Ito. Bah oui, parce que Don Ferguson, il vient pas forcément du monde de la BD, il vient du monde de l'animation à la base. Mais Don Ferguson, c'est la raison principale pour laquelle j'adore ce strip. Ouais, parce que normalement on fait difficilement plus inoffensif que Winnie l'ourson. Sauf si on est un gros bébé. Comme Xi Jinping, par exemple, qui n'aime pas qu'on le compare à lui. Parce que c'est vraiment un gros bébé, Xi Jinping. À un point que Winnie l'ourson est un symbole politique contestataire fort en Chine. Ah, la fragilité des dictateurs, qui sont obligés de se cacher derrière des tanks et des armées pour se protéger des vils méchants qui font rien qu'à l'embêter. Alors certes, hein, c'est très bien rappelé, mais c'est pas le sujet. Le truc avec ce strip Winnie l'ourson, c'est que Don Ferguson, il est drôle. Vraiment drôle, hein. Donc comme je l'ai dit, c'est un monsieur qui vient du monde de l'animation, et des cartoons, les cartoons de Jay Ward, hein, notamment, comme Georges de la Jungle, She-Man et Peabody, Rocky et Bullwinkle. Et en fait, il va apporter une touche de cartoon en fait très intéressante au strip de Winnie, où du coup le personnage est en fait très détaché des événements, il est très centré sur sa petite personne, et il est même méchant en fait par un égoïsme non contrôlé en fait. J'y retrouve d'ailleurs aussi également un humour un peu à la Peanuts, donc Snoopy, hein, par chez nous, en ce sens que en même temps tout est enfantin, mais avec un humour et une intelligence et en fait un second sens qui je trouve fait mouche très très fort chez l'adulte également. Bref, je suis aux anges que ce soit enfin traduit chez nous, c'est traduit dans la version donc en couleur aussi. Voilà, alors peut-être que la traduction atténuera un peu cette intelligence et cette finesse, mais j'espère pas, vraiment pas. Et je peux déjà vous assurer qu'en fait ce sera l'un de mes cadeaux de Noël en fait, Winnie l'ourson. Donc oui, non, quand je vous dis que c'est un comics à lire, c'est un comics à lire quoi. Winnie pour les intimes. Ah, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, moi j'adore. Bon, c'est un peu comme pour Arrow Smith, c'est techniquement du DC, mais en même temps pas vraiment. On va dire en gros que Wildstorm était à demi indépendant, hein, à demi hein, chez DC. J'ai vraiment pas envie de mettre la main actuellement dans ce panier de crabes pour tout expliquer. Oula oui, surtout que si je me rappelle bien, dans un GG History, vous aviez même passé plusieurs heures à parler de Wildstorm et de toutes ces époques. Ça me semble. Oui, tout à fait. Mais la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est très très bien. Ici, on a ce qui est malheureusement très très souvent republié, à savoir le début de la saga, les 3 premières séries. Alors, je dis malheureusement pas parce que je suis pas content que ce soit republié, c'est très bien que ce soit disponible, c'est que j'aimerais bien qu'on republie aussi un petit peu le reste de la saga des Gentlemen Extraordinaires, qui est aussi très bien. Voilà, donc on a les 3 premières séries, dont la série du Dossier Noir compris. Pourquoi je fais la distinction ? Eh bien tout simplement parce que les 2 premières séries sont en fait assez classiques. Enfin, si l'on oublie qu'il s'agit d'une équipe composée de héros de romans littéraires, hein, que ça reste une excellente série sur un groupe disparate, qui finit par montrer ses limites et finalement s'effondrer sur la fin. Avec d'excellentes versions de ces personnages classiques, que sont le Capitaine Nemo, Mina Harker, le Dr Jekyll et Mr Hyde, et la version la plus dégueulasse de l'Homme Invisible, qui est déjà un immense salopio dans le roman de base. Ce sont donc d'excellentes histoires réalisées par Alan Moore et le regretté Kevin O'Neill, et qui valent amplement le détour. Cette édition comporte également le Dossier Noir, techniquement la 3e série, un mélange en fait de bandes dessinées, de récits en prose, de cartes postales et en fait toutes sortes d'autres documents un peu facsimilés qui sont fascinants à suivre, qui nous expliquent en fait d'autres versions de la Ligue, comme par exemple les versions françaises et allemandes du concept. Il y a des pièces inédites de Shakespeare dedans, il y a des personnages qui recherchent en fait le Dossier Noir dont nous lisons nous-mêmes des extraits. Bref, c'est assez dense et touffu, on peut s'y perdre avec plaisir, on peut qu'on accroche en fait au concept. Enfin bref, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est vraiment bien et bien au-dessus de la version filmique, qui pour le coup, comme diraient nos amis québécois, est assez plate.
Une nouvelle édition pour le Demon's Days de Peach Momoko, une autrice aux traits extrêmement sympathiques et ça fait plaisir de la voir faire des histoires en dehors des couvertures variantes. Car on est ici sur une histoire totalement scénarisée, dessinée, ancrée et colorisée par Peach Momoko, dans une version très Japon fantasy de l'univers Marvel. La jeune Mariko Yoshida vit seule avec sa grand-mère, et finalement elle apprend qu'elle est plus ou moins la fille d'un Oni, une sorte de yokai, les monstres du folklore japonais. Sauf que le truc c'est que la servante de Mariko c'est Black Widow en fait sous couverture, le grand serpent Orochi c'est Venom, Psylocke dans le passé c'est une Ronin qui se balade avec son chien loup nommé Logan. Bref, c'est toute une réinvention de l'univers Marvel version japonaise dessinée de façon sublime et assez intéressante basée sur une seule vision, donc qui ne s'éparpille pas sur d'autres projets qui ont eu la même ambition, le Marvel Mangaverse de sinistre réputation. Et de sinistres mauvais souvenirs de lecture aussi. C'était mérité cette mauvaise réputation. Ici, nous avons le droit à une édition en manga plutôt que l'édition grand format sortie il y a quelques temps, lors d'un mois où les sorties étaient un peu plus folles, ce qui fait que je n'en avais pas parlé. Ce qui vous laisse donc le choix du grand format plus cher ou du plus petit moins cher. Comme les deux sont colorisés superbement, je dirais que c'est du win-win dans les deux cas, et à vous de voir ce que vous préférez. Bon, normalement, à ce stade, vous devriez savoir que j'aime bien les histoires de barbares. Toujours à la lisière entre l'homme avec un majuscule et la bête avec une majuscule aussi, finalement. Des histoires à la lisière de la civilisation qui permettent de questionner ce qu'est l'humanité et ce qu'est aussi la civilisation, de savoir si celle-ci est unique ou au contraire multiple, bref, y a de la matière. Ouais, enfin, fais gaffe, tu commences à radoter, gamin. L'omnibus King Conan, tu nous l'as déjà conseillé en juillet dernier. Oui, tout à fait. Je vous avais parlé de la série de Marvel Comics des années 80. Mais dans les années 2010, entre l'époque où No Life a sombré et l'avènement des fils de Twitch, il y eut une époque de l'histoire fort peu connue dans laquelle Dark Horse publia Conan, finissant sa saga en posant la couronne d'Aquilonie ornée de pierres précieuses sur un front troublé. Car oui, il ne faut jamais oublier que Dark Horse a publié du Conan pendant toute une décennie, et d'une qualité au moins aussi équivalente de ce que proposait Marvel en son temps. Et ici nous avons les différentes mini-séries publiées par le Cheval Noir entre 2011 et 2015, sur la période où Conan est roi de la contrée d'Aquilonia, et fait donc face à plus de responsabilités que pendant sa période de simple barbare. Nous avons un dessin très soigné de Thomas Giorello sur de très bons scénarios de Timothy Truman. Bref, c'est du très bon. Bon sang, je ne suis pas le plus grand fan des comics Walking Dead. Je les aime bien, mais je suis loin de les porter au firmament de tout ce qui s'est jamais fait, comme œuvre, loin de là d'ailleurs même. Mais ça a toujours été un univers sympathique, enfin sympathique avec des zombies quand même, faut pas trop non plus les oublier. Et c'est comme ça que par exemple j'avais pu jouer aux jeux vidéo de Feu, puis revenu, mais on sait pas trop dans quel état Telltale Games sur l'univers de Walking Dead. Et l'un des points forts de ces jeux, finalement, c'était le personnage de Clémentine, une jeune fille qui grandit sous nos yeux dans cette apocalypse. De ce fait, quoi de plus logique quand on lance un label de récit young adulte, de centrer ce premier récit auprès de Clémentine, personnage très apprécié. Logique, mais du coup, il y a une grosse période de flou entre les derniers événements que l'on connaît des jeux et ce récit. Alors on a quelques flashbacks de temps en temps pour essayer de combler. Je sais que ça peut troubler, et que ça a troublé d'ailleurs certains lecteurs, mais pour le coup pas moi. S'il y a une chose logique dans l'univers de Walking Dead, c'est bien que les personnages peuvent être séparés et les cartes rebattues extrêmement rapidement. Le résultat, c'est un très très bon récit de survie où Clémentine tombe sur une communauté amiche qui l'aide un peu, et alors qu'elle s'en va toujours pour aller au nord, parce que ça reste quand même une série Walking Dead, il y a des fondamentaux, on va au nord. Seulement il y a 2-3 amiches qui vont aussi au nord pour fonder une autre communauté, et bien sûr c'est un récit Walking Dead, ce sera pas aussi simple. Le dessin et le scénario sont de Tilly Walden, une jeune autrice qui brille en fait sur l'écriture des personnages et l'exploration finalement de leurs sentiments et de leur complexité. Son dessin aussi est ici parfois comme tremblotant en fait, comme s'il représentait justement l'état émotionnel des personnages, peut-être parfois son état d'hébétude en fait, ou sa tension.
puisque en fait les moments les plus clairs dans le dessin, ce sont les flashbacks, qui sont eux pratiquement réalistes en fait, et qui semblent hanter le personnage. C'est un peu comme si finalement c'était ses souvenirs, ce qui la hante en fait, qui étaient réels, et finalement là où elle continue à vivre n'était plus qu'un espèce de cauchemar un peu distordu. C'est mon opinion, voilà. Bref, je suis loin, très très loin des cris d'orfraie, des Not My Clémentine de certains youtubeurs américains pour qui une autrice, oh là là, et en plus on ose parler un peu des règles de temps en temps, oh là là, enfin de temps en temps, une fois, pas de ça dans mes comics. Va te faire foutre. Alors que, franchement, ça m'a l'air d'être une question pertinente à se poser dans la survie, une fois qu'on a assuré la bouffe et la sécurité, non ? Bref, c'est très bien, avec un petit flou quand même, par exemple, si vous avez été témoin de la chute de Telltale et de sa saison 4, oui, je suis d'accord, c'est bizarre de ne pas savoir où est Eiji, mais je pense que la série va y revenir petit à petit. C'est un truc qui est prévu de base pour faire 3 tomes, voilà. Et oui, c'est certes moins gore que la série de base, mais ça n'en oublie pas non plus l'horreur. Et je trouve que c'est une réussite pour ma part. Oui, un petit numéro 1, c'est bientôt Noël, donc il faut offrir. Et en parlant, j'ai un petit numéro 1 qui parle de Noël et surtout du Père Noël. Ho, ho, ho. C'est chez Image Comics, ça s'appelle The Deviant et ça parle d'un tueur déguisé en Père Noël avec une hache. Oh oh oh. Je vais peut-être y aller moi du coup. Ah la 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 prochaine. C'est un scénario de James Tynion The Force, ça raconte l'histoire d'un auteur en fait de comics, alors qui faisait autrefois des comics de super-héros mais qui veut s'intéresser aujourd'hui à faire d'autres choses, et notamment une histoire auto-éditée sur le tueur déguisé en Père Noël dont il entendait parler quand il était petit dans son village natal. Les dessins de Joshua Hickson sont extrêmement jolis, on a une intrigue qui oscille entre les faits en 1973 et aujourd'hui en 2023, où alors que cet auteur, qui a quelques traits communs avec l'actuel scénariste de l'œuvre, rencontre finalement le tueur en question, eh bien il semblerait que le tueur déguisé en Père Noël refasse surface en 2023. James Tynion The Force est généralement très doué sur les introductions d'histoire. Il le prouve encore ici. Il n'y a plus qu'à espérer que le reste de la série suive avec cette qualité, notamment en ce qui concerne finalement les dialogues très 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 bien ciselés et une certaine beauté en fait dans la représentation de certaines identités. Ah, et joyeux Noël! J'espère que vous n'aurez pas besoin d'aide pour découper la bûche. Voilà, c'est la fin de ce 10 comics de novembre qui se termine sur un joyeux Noël, alors que techniquement c'est le mois prochain, mais bon voilà, je sais que je le sors début décembre, je sais que je suis en retard. Promis, le 10 comics de décembre, il sortira en décembre. Je le sais parce qu'en fait, je les tourne en même temps. Voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs, croyez-moi, vous n'avez pas fini d'en bouffer du Noël. Donc je vous prépare aussi un petit peu, entre les séries VO qui sortent beaucoup de titres Noël, chez DC notamment une série où le Père Noël entraîne Batman, je vais me régaler dans le podcast d'ici vu d'ailleurs, entre les collègues youtubeurs qui veulent faire des vidéos pour Noël, et je sais que déjà je participe à certaines, et ma propre immense vidéo de Noël que je vous prépare avec un zeste de zombie en supplément. Vous allez rôter du ho 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 jusqu'à plus soif. T'as vraiment un problème avec Noël, toi, c'est pas possible. Colonel! Ouais, en fait, elle était venue me voir, donc je me suis dit, ce serait sympa un petit bonus. Je m'appuie.